Bonjour à tous, donc je suis Juliette Perrault et je suis accompagnée d'Anthony Cousien. On est des post-doctorants dans l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Donc on est désolé de ne pas pouvoir être là en direct avec vous, mais on va vous présenter nos travaux sur l'analyse et la... Vous savez que c'est une marque de fabrique de nos journées. Il y a toujours des problèmes de micro. Donc, vous pouvez vous avancer un peu. on voulait pas vous décevoir. On l'a fait là. Bonjour à tous, donc je suis Juliette Perrault et je suis accompagnée d'Anthony Cousien. On est des post-doctorants dans l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Donc on est désolé de ne pas pouvoir être là en direct avec vous, mais on va vous présenter nos travaux sur l'analyse et la modélisation des épidémies de grippe en France à partir des données au secours. Alors c'est un travail qui s'inscrit dans un projet un peu plus général qui a été financé par le LabEx IBEID, un projet sur l'analyse et la modélisation des épidémies de maladies infectieuses pour aider à la prise de décision en France. Donc c'est un projet dont l'investigateur principal est Simon Cochemez. Parmi les objectifs de ce projet, on avait de développer des méthodes pour mieux comprendre, suivre et prédire les dynamiques épidémiques, et également de renforcer les interactions entre les différents acteurs de la santé publique. Donc l'idée, c'était vraiment de ne pas faire de la modélisation dans son coin, mais de voir comment la modélisation pouvait aider à répondre aux questions que se posent les acteurs de la santé publique. Donc on a développé deux volets, un volet santé animale avec l'ANSES, et donc le volet qui nous intéresse aujourd'hui, le volet santé humaine avec Santé publique France. Donc à l'intérieur de ce projet, on a développé deux études sur la grippe qui s'appuient donc sur les données au secours, dont on va vous parler aujourd'hui. Donc la première étude s'intéresse au développement de cartes hebdomadaires de l'activité grippe en France. Et la deuxième étude s'intéresse à la prédiction en début d'épidémie du nombre de passages liés à la grippe dans les structures d'urgence. Donc pour commencer avec la... donc en fait on s'est intéressé au développement de cartes parce que ce sont des bons outils de surveillance, de prise de décision et de communication. Donc les cartes permettent d'avoir un résumé visuel d'informations géographiques qui sont souvent complexes. Elles permettent aussi de faire ressortir les tendances, d'identifier les zones à risque et de faciliter l'interprétation des données pour les décideurs. Et puis, en termes de communication auprès du grand public, c'est aussi souvent plus attrayant et plus parlant que de présenter, par exemple, un tableau avec des chiffres. Donc, notre objectif, après avoir discuté avec Santé publique France, était de créer des cartes lissées hebdomadaires de la grippe en utilisant les données du réseau au secours, puisque ce sont des données qui ont un gros volume et une très bonne résolution spatiale, et en s'appuyant sur une approche statistique appropriée. Avec l'idée derrière donc, de développer un algorithme qui pourrait être intégré à MAS, donc, qui est l'appli intranet de Santé publique France, pour produire ces cartes chaque semaine en routine au cours de la saison grippale. J'ai sauté une diapo. Voilà. Les données donc, au secours que l'on a utilisées sont donc les données par service d'accueil des urgences que l'on a agrégées par semaine. Donc sur la carte, vous voyez la répartition des différents établissements qui ont participé à la surveillance au secours. C'était en décembre 2016. Nous avons utilisé comme indicateur syndrome grippal et comme mesure du risque, on a utilisé la proportion de passages pour syndrome grippal parmi tous les passages codés. Et donc, c'est cette proportion qu'on va représenter sur nos cartes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes statistiques, mais juste pour vous expliquer, donc on part de données qui sont ponctuelles. Vous voyez ici, c'est un exemple de carte. Et on veut arriver à une surface continue du risque. Donc, pour passer de points à une surface continue du risque, il faut utiliser un modèle d'interpolation spatiale. Donc la méthode qui est traditionnellement utilisée pour faire ça, s'appelle le crigeage, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une méthode qui marche bien dans certains cas, mais qui n'est pas forcément appropriée pour des données qui ne sont pas gaussiennes, ce qui est souvent le cas quand on travaille sur des nombres de cas, des proportions, des incidences.
C'est une méthode qui ne prend pas en compte les populations sous-jacentes et qui ignore l'incertitude des paramètres. Donc nous, on a choisi d'utiliser une méthode qui nous paraissait plus adaptée à ce qu'on voulait faire. Donc on a utilisé un modèle géostatistique linéaire généralisé avec inférence bayésienne qui permet donc de prendre en compte la dépendance spatiale entre les observations, l'erreur d'échantillonnage non gaussienne, les populations, donc le dénominateur, et l'incertitude des paramètres. Donc ce modèle va permettre de faire des prédictions sur une grille très fine. Et donc en chaque point de l'espace où une prédiction va être faite, le modèle fournit en fait une distribution de probabilité pour la variable modélisée. Donc nous, la variable, c'est la proportion de passage pour syndrome grippal. Et donc cette distribution de probabilité, elle décrit complètement l'incertitude autour de la valeur que l'on estime. Donc pour résumer l'information qui est contenue dans cette distribution de probabilité, on va représenter deux cartes qui sont complémentaires. La première carte donne l'information sur la valeur estimée, donc qui peut être la moyenne ou la médiane de la distribution. Et la deuxième carte représente l'incertitude autour de cette valeur estimée, donc qui peut être l'incertitude peut être représentée soit par un écart type, par un coefficient de variation, ou par la largeur de l'intervalle de crédibilité. Alors, pour vous donner un aperçu global des résultats, donc là, je vous ai montré donc, toutes les cartes pour la saison épidémique 2016-2017, donc une carte par semaine. Donc, on peut voir un petit peu la progression de l'épidémie sur le territoire entre novembre et mars. Donc pour rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais vous présenter trois semaines. Donc j'ai pris les 3 premières semaines, donc la semaine 49, 50 et 51, donc au mois de décembre 2016, au cours desquelles la proportion de syndrome grippal va varier entre 0,5% et 1,7%. Pour ces 3 semaines, donc vous avez une ligne par semaine. Dans la première colonne, ici, vous avez donc les observations, donc les données brutes de haut secours, avec chaque point représente un établissement. Vous avez ensuite dans la deuxième colonne les prédictions du modèle. Donc on a ici représenté la moyenne de la distribution. Et dans la dernière colonne, vous avez les cartes d'incertitude. Donc là, ici, on a représenté les incertitudes relatives par le biais des coefficients de variation. Donc ces cartes nous permettent de voir un petit peu les zones qui ont été le plus affectées au cours de ces 3 semaines. Par exemple, là, lors de la semaine 49, on a surtout les zones en orange foncé, là où il y a eu le plus de syndrome grippal, autour de Paris, la région du sud-est et la Bretagne. Et les cartes d'incertitude permettent de voir un petit peu là où on est le moins sûr de nos prédictions. Par exemple, si on regarde sur cette carte, vous avez la plus grande incertitude, donc les zones bleu ciel, dans les zones où il y a le moins d'observations, où la proportion de passage est la plus faible. Et vous avez la plus faible incertitude, donc la meilleure confiance dans les données, dans les zones où il y a beaucoup d'observations et des proportions plus grandes de syndrome grippal. Voilà, donc ces cartes vont être produites en routine à partir de la saison là, de grippe qui arrive, puisque Camille Pelat, donc, de Santé publique France, a intégré l'algorithme dans MAS, et donc les cartes seront accessibles dans l'application MAS. Elles sont déjà accessibles maintenant, je crois. Voilà, donc ça c'était pour la première partie du projet. Donc c'est un travail qui est vraiment descriptif. Donc dans une on s'est intéressé à la prédiction en début d'épidémie du nombre de passages liés à la grippe dans les structures d'urgence. Donc on a essayé de voir si on pouvait prédire dès le début de l'épidémie le nombre de passages. Et on a commencé par regarder à l'échelle des régions. Donc on a commencé par un modèle assez simple où on a représenté, on a essayé de modéliser le nombre de passages pour syndrome grippal en fonction de 3 variables, en fonction du nombre de passages toutes causes. Donc ça, il faut voir ça comme un effet taille. Hein, donc il y aura plus de passages pour syndrome grippal dans les régions qui ont plus de passages toutes causes confondues. En fonction d'un effet région, donc ça c'est une variable qui va prendre une valeur différente par région, et en fonction d'un effet année, donc une variable qui prend
une valeur différente par année. Et en fait, on s'aperçoit que ce modèle relativement simple permet très bien d'expliquer le nombre de passages pour syndrome grippal par région et par année. Vous avez ici le nombre qui a été modélisé, ici le nombre qui a été observé. Et donc, on a une très bonne corrélation avec un R de 0,99. Et si on regarde un petit peu les pourcentages de variance expliqués dans le tableau, donc si on regarde la variance qui n'est pas expliquée par le nombre de passages toutes causes, on a 45% de la variance qui est expliquée par l'effet région et 42% qui est expliquée par l'effet année. Et donc le modèle complet région plus année explique 87% de la variance. Donc ça, c'est un modèle vraiment explicatif, hein, on n'est pas encore dans les prédictions, mais comme le modèle explicatif a l'air de bien marcher, on a essayé de transformer ce modèle en un modèle prédictif. Donc pour passer à un modèle prédictif, il faut donc essayer d'estimer tous les termes qui sont dans la partie droite de l'équation. Donc il faut estimer le nombre de passages toutes causes, qui est inconnu en début d'épidémie. L'effet région, lui, il est connu puisqu'on l'a estimé sur toutes les années précédentes, donc il est stable, donc on n'a pas besoin de le réestimer. Et il nous faut estimer l'effet année, qui donc est inconnu en début d'épidémie. Donc pour le nombre de passages toutes causes, en fait, on s'est rendu compte qu'il est presque parfaitement prévisible dès le début de la saison. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de passages en début de saison, donc entre le 1er octobre et le 1er décembre, ça permet de prédire de façon presque parfaite le nombre de passages qu'il y aura pendant toute une saison. Donc ça, c'est assez logique, hein, c'est encore lié à l'effet taille. Hein. Une région qui a beaucoup de passages pendant toute la saison a aussi beaucoup de passages dès le début de la saison. Donc ce terme-là, on peut l'estimer dès le 1er décembre. Ensuite, l'effet année, donc c'est un petit peu plus compliqué. On a essayé de voir si on pouvait utiliser des estimations précoces du nombre de reproductions pour prédire l'effet année. Donc le nombre de reproductions, c'est un paramètre qu'on utilise beaucoup quand on étudie les maladies infectieuses. Il représente le nombre de cas secondaires générés par une personne infectieuse. Donc plus ce nombre de reproductions est grand et plus on peut se dire que la taille de l'épidémie va être grande. Et donc on a estimé ce nombre de reproductions en début d'épidémie. En fait, il peut être estimé pendant la période de croissance exponentielle de l'épidémie. Donc ici, vous voyez sur la courbe, donc la petite partie rouge. Donc on l'a estimé en début d'épidémie, donc très exactement la première semaine de l'alerte. Et on a été très surpris que ça marche aussi bien, mais il se trouve qu'on a une très bonne corrélation entre le nombre de reproductions et l'effet année que l'on cherchait à estimer. Donc ça veut dire que dès la première semaine de l'alerte, on peut estimer si on va avoir affaire à une grosse année ou à une petite année. Donc maintenant qu'on a tous les termes nécessaires pour faire la prédiction, donc le modèle prédictif. Donc pour tester ce modèle prédictif, on fait une validation croisée, c'est-à-dire qu'on enlève une année dans les données, on estime l'effet région sur les années restantes, puis on estime R, le nombre de reproductions sur l'année que l'on a enlevée, et on estime le nombre de passages toutes causes, donc en se basant uniquement sur les données qui sont disponibles avant la première semaine, à la première semaine de l'alerte. Et donc dans notre modèle, on a le nombre de passages toutes causes que l'on a prédit, l'effet région que l'on a estimé et le nombre de reproductions que l'on a estimé. Et donc on peut prédire le nombre de passages pour syndrome grippal. Et ce modèle marche très bien. Vous voyez ici sur le graphique les valeurs prédites en fonction des valeurs observées. Et on a un R de 0,99. Donc on est capable, dès la première semaine de l'alerte, de prédire de façon assez précise quel sera le nombre de passages pour syndrome grippal par région pour l'année en cours. On était à l'échelle de la région, donc on a essayé d'aller un petit peu plus finement au niveau de la résolution spatiale, donc on est descendu à l'échelle du département, donc on a encore une très bonne corrélation avec un R de 0,978, et on est descendu jusqu'à l'échelle des établissements, des services d'urgence, et on a encore une très bonne corrélation. Bon, évidemment, les prédictions sont moins précises, mais les résultats sont quand même relativement satisfaisants. Donc là, on peut prédire dès la première semaine le nombre de passages. Donc on a présenté ces résultats au comité de pilotage du réseau Au Secours il y a quelques semaines.
Donc, ils étaient très contents, mais ils nous ont aussi dit que ce qui pouvait les intéresser encore plus, ce serait d'avoir une prédiction pour la proportion d'hospitalisation qui résulte des passages aux urgences, puisque c'est un paramètre qui est très important pour la gestion hospitalière. Donc, on a travaillé là-dessus un petit peu. Et donc, on nous a dit que ce taux d'hospitalisation pouvait varier de façon assez importante d'une année sur l'autre, selon que le virus va causer des cas plus sévères chez les personnes âgées notamment. Donc on a regardé un petit peu ça, et effectivement le pourcentage d'hospitalisation est très bien corrélé au pourcentage de plus de 65 ans parmi les passages. Par exemple en 2017, donc c'est l'année où il y a eu le plus de pourcentage de 65 ans parmi les passages, on était autour de 18%, et c'est aussi l'année où il y a eu le plus d'hospitalisation, donc presque 15% d'hospitalisation par passage. Ensuite, on a essayé de voir donc, si on pouvait prédire ce pourcentage de plus de 65 ans. Et étonnamment, oui, on peut le prédire dès la première semaine de l'alerte. C'est-à-dire si on regarde le pourcentage de plus de 65 ans à la première semaine de l'alerte, c'est très corrélé au pourcentage de plus de 65 ans final au cours de toute la saison. Du coup, si on utilise le pourcentage de plus de 65 ans à la semaine de l'alerte, on peut prédire de façon assez précise le pourcentage d'hospitalisation au cours de la saison. Donc ça, c'est pour l'instant juste au niveau national. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir si ça marche aussi au niveau région et au niveau département. Donc de voir si on pourra prédire en plus du nombre de passages, le nombre d'hospitalisations à prévoir dans la saison à partir des données disponibles la première semaine de l'alerte. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à Anthony, qui va vous parler de la suite du projet. Bonjour à tous. Donc avec ce que Juliette vous a présenté, on est capable de prédire le nombre de passages aux urgences sur l'intégralité de la saison. Or, ce qu'on voit ici sur le nombre de passages reportés par saison et par jour, c'est qu'on a des formes de courbes épidémiques qui peuvent être assez différentes d'une année à l'autre. Donc, parfois, on a des courbes qui sont assez plates, comme en 2011, et parfois, on a des choses un petit peu plus piquées, comme en 2015. Et ça veut dire que sur certaines saisons, on va avoir, sur certaines périodes, énormément de passages aux urgences, ce qui va changer la manière dont est prise en charge l'épidémie par les services d'urgence. Donc, une chose qui peut être intéressante dans ces cas-là, c'est d'être capable de prédire la forme de la courbe épidémique, autrement dit, de modéliser la dynamique temporelle de l'épidémie. Pour ça, on a utilisé un modèle SIR, qui est un modèle assez classique, dans lequel les individus sont répartis dans 3 états. Susceptibles, donc pas encore infectés, infectieux ou remis de leur infection. On a des transitions possibles entre ces différents états. Donc, un taux d'infection ici qui dépend de la prévalence dans la population et un taux de rémission qui est en fait l'inverse de la période infectieuse. Donc, pour ce modèle, les paramètres qu'on connaît déjà par la littérature, ce sont premièrement la période infectieuse de la grippe, qui est de 2,6 jours, et la taille de la population française. Et les paramètres qu'il nous reste à estimer, c'est premièrement le nombre de reproductions que Juliette vous a introduit tout à l'heure, donc le nombre de cas secondaires provoqués par un infecté initial. Deuxièmement, un taux de passage dans les services d'urgence, donc un taux de passage ici qui prend également en compte le fait que la couverture du réseau au secours a évolué depuis 2010, ce que vous voyez ici. Et troisièmement, une augmentation du taux de passage dans les services d'urgence durant les vacances de décembre. Alors, une chose qui est intéressante à remarquer ici, c'est que donc le fit est plutôt bon, mais qu'en 2012 et en 2014, qui sont 2 petites épidémies, on passe quand même assez largement en dessous. Du coup, on s'était demandé comment on pouvait améliorer le modèle pour essayer d'avoir des fits un peu meilleurs sur ces 2 années. Une des choses qu'on a essayé pour ça, c'est de prendre en compte l'effet de l'humidité absolue sur la transmission de la grippe, puisque ça a été démontré pour les États-Unis, l'humidité a un effet sur la transmission de la grippe.
Ici, vous pouvez voir donc en noir le nombre de cas reportés dans Au secours et en rouge l'humidité moyenne en fonction du temps en France. Et vous voyez que donc plus l'humidité est basse, plus le nombre de cas est élevé. Et donc on s'est dit que peut-être le timing des épidémies pourrait expliquer la forme de certaines courbes épidémiques. Donc on a essayé d'implémenter ça, d'ajouter ça dans le modèle, donc de rendre le taux d'infection dépendant de l'humidité, et ça n'a pas amélioré significativement le fit du modèle. Donc vous voyez ici en rouge les courbes que je vous ai présentées précédemment, donc sans l'humidité spécifique, et en bleu les courbes qui incluent l'humidité, et on voit que ça améliore légèrement le fit en 2012, donc on a quelque chose qui décolle un petit peu plus haut, mais pour le reste, la plupart du temps, ça ne change pas grand-chose. Donc, on a essayé d'utiliser notre modèle pour faire des prédictions, donc cette fois-ci plus en rétrospectif, mais on a considéré qu'on utilisait seulement les 2 premières semaines de la saison courante, que vous voyez ici sont les barres rouges, pour essayer de prédire le nombre de reproductions de l'épidémie, et donc pour essayer de prédire la forme, la dynamique de l'épidémie en cours. Comme vous pouvez le voir, la plupart du temps, on obtient quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on obtenait en rétrospectif. On a quand même une année où ça fonctionne beaucoup moins bien, c'est 2015, puisqu'en 2015, donc la courbe prédictive ici en bleu a tendance à passer beaucoup trop bas par rapport à ce qu'on attend avec les données et par rapport à ce qu'on obtenait en rétrospectif. Donc, pour conclure sur ce travail, donc ce qu'on a obtenu, c'est d'abord des cartes lissées pour révéler la surface de risque pour la grippe en France, donc qui peut être utilisée comme outil de surveillance et qui permet une interprétation plus facile des données. Ce sont des cartes qui ont déjà été intégrées dans MAS par Camille Pella. En utilisant des modèles de régression, on peut prédire à la fois à une échelle locale grossière, mais aussi assez fine, le nombre de passages aux urgences attendus dans la saison et aussi le nombre d'hospitalisations au niveau du pays. Et on a un modèle SIR qui permet la plupart du temps de prédire la dynamique pour la saison en cours à partir des 2 premières semaines. Donc la plupart du temps, puisque, comme je vous l'ai montré, ça marche moins bien pour les petites épidémies et aussi pour 2015. Donc c'est un travail qui est encore en cours et on essaye de résoudre ces problèmes et d'améliorer les prédictions pour ces années-là. Pour la suite, donc ce qu'on envisage, c'est d'abord de tester ces modèles pour la saison à venir et donc d'améliorer les modèles qui ne marchent pas très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter les organisateurs qui vous donnent nos coordonnées. Vous pourrez nous contacter pour nous faire part de vos questions. Et pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet, donc la direction des régions, en particulier l'unité de surveillance syndromique, Camille Pella, Yann Lestrade, Didier Cheux, Bruno Coignard, Daniel Lévy-Brul, et l'ensemble des structures d'urgence et des partenaires régionaux et nationaux participant au réseau Au secours. Et je vous remercie de votre attention.